Alors d'abord, de mon point de vue, il y a une critique à faire du régime de la Ve République et de sa constitution. Car avec des articles comme l'article 49 alinéa 3, qui permet à un gouvernement mis en minoritaire dans son propre camp, dans sa propre majorité, lui permet de faire passer des lois envers et contre tous. Ou alors, autre outil antidémocratique aussi, selon mon point de vue, la gouvernance par ordonnance. Donc, malgré que certains arguent que ces articles étant dans la Constitution, ils sont de fait démocratiques, je critique cette façon de penser parce que la présence d'une Constitution ne garantit pas la réalité de la démocratie, puisque par exemple, moi qui vis au Japon, je vis dans un pays qui est très officiellement une monarchie constitutionnelle. Donc une monarchie ne saurait être une démocratie, et pourtant elle a une constitution. Donc on voit bien que constitution n'est pas égale à démocratie. Ensuite on pourrait dire que le Japon c'est le Japon, la France c'est la France, et que la nôtre de constitution est démocratique. Oui mais non, parce que quand une minorité gouvernementale est capable d'imposer par exemple la casse du droit du travail à une population qui manifeste dans les rues et contre laquelle elle envoie la police, ou même dans l'Assemblée, à la fois l'opposition et puis même dans son propre camp, une critique de cette politique-là, et que pourtant elle est capable de l'imposer, ça ne pourrait être qualifié de démocratique. Pareil pour les ordonnances, etc. Donc la Constitution a en réalité été écrite par une élite politique et financière, sans jouer les complotistes. Voyons qui a écrit la Constitution. Et donc nécessairement elle a écrit une Constitution qui allait lui permettre de gouverner selon sa vision des choses et selon ses intérêts. Et c'est pour ça que je pense notamment que 7 millions de personnes se sont retrouvées dans le vote de la France insoumise, parce qu'il y a maintenant un rejet de ces institutions qui apparaissent peut-être plus clairement que jamais non démocratiques, qui ne permettent pas au peuple, puisque démocratie ça veut dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, même si c'est par ses représentants. Là on voit bien que les représentants sont prêts à voter contre l'intérêt, contre la vie du peuple, contre la décision souveraine du peuple. Donc voilà, il y a déjà une première critique à faire du cadre de la Ve République, ce que Emmanuel Macron ne fait pas, me semble-t-il. Vous pourrez apporter des éléments si je me trompe, mais je n'ai rien entendu de tel dans ce sens-là. Ensuite, le néolibéralisme économique duquel il se revendique se base sur deux principes, me semble-t-il, que sont une certaine idée de la liberté d'entreprendre, et puis son corollaire en fait, ou en tout cas cette autre vision-là qui est la compétition. Alors d'abord, parlons de cette idée de la liberté que je réfute, mais admettons, enfin, parlons-en. En fait, in fine, le résultat de cette idéologie de la liberté d'entreprendre avec un minimum, voire pas du tout, de régulation, de contraintes, à l'entreprise, permet aux plus malins, au mieux doté, à celui qui aura le meilleur réseau, etc., au bout d'un moment d'accumuler des sommes d'argent considérables
On le voit, on le sait très bien aujourd'hui, une petite poignée d'oligarques financiers de la finance contrôle plus que le reste de la... Enfin, accapare plus de signes monétaires, d'argent que le reste de la population planétaire. Donc on est au paroxysme de la conséquence d'une telle idéologie. Et non seulement c'est un problème moral, mais c'est un problème aussi d'équilibre sociétal, puisque le fait de posséder autant dans les mains de certains, ça va être nécessairement utilisé pour protéger et voire développer les intérêts de ceux qui ont cette manne financière. Donc cette manne financière va être utilisée à des fins politiques par le lobbyisme ou par par la corruption, ou notamment aussi ce que j'appelle la corruption des mentalités, quand cette manne financière est telle qu'elle permet d'acheter des médias de masse, donc qui touchent un large public, et dont nécessairement le propriétaire va colorer, que ce soit directement par des consignes, ou alors par une autocensure des agents d'information qui seront dans ce média-là. Donc ça va être une perversion de l'esprit. On va s'insinuer par une certaine vision du monde, par une certaine façon de traiter l'information, par le choix des sujets qui vont être traités et l'orientation avec lesquels ces sujets vont être traités. Et ça, en fait, quand on ouvre un dictionnaire ou une encyclopédie ou une encyclopédie en ligne, on voit bien que c'est l'un des aspects d'un régime totalitaire, c'est-à-dire s'insinuer dans les esprits par les moyens notamment médiatiques. Donc cette liberté, cette dérégulation va permettre l'accumulation à certains endroits d'argent qui va être utilisé de façon quasiment mécanique, obligatoire. Quand on a des intérêts et qu'on a les moyens de les défendre, on va le faire. Donc voilà, le fait de prôner la dérégulation ou un minimum de régulation va permettre l'émergence comme ça d'acteurs qui vont être suffisamment puissants et qui souvent d'ailleurs se regroupent et synergisent, je ne sais pas si ça doit être un néologisme, mais mettent en commun leur puissance pour leurs intérêts communs souvent contre l'intérêt général. Donc ça, c'est à cause de cette idée de liberté. En fait, la liberté a certains d'accumuler plus de liberté, puisque l'argent, nos sociétés sont basées, ce sont des sociétés monétaires. Donc l'échange est basé sur l'argent. Donc plus on accumule de l'argent, plus on accumule en réalité un pouvoir, et qui est en réalité dans sa nature un pouvoir politique. Parce que tout est politique, même les échanges sont politiques, et la façon d'utiliser l'outil d'échange qu'est l'argent est aussi une action politique. Donc ça, c'est pour cet aspect de la liberté. Ah oui, et je voulais dire que donc en fait de vouloir déréguler, d'avoir cette idée de la liberté d'entreprendre, en fait, permet à certains d'accumuler plus de liberté sur d'autres. Voilà, en fait, il va y avoir une sorte de... Je ne sais pas si c'est le terme, c'est vase communicant, mais en tout cas, la liberté qui devrait être normalement partagée de façon égalitaire, ou en tout cas équilibrée par un maximum d'agents sociaux, nous tous, quoi, le peuple. En fait, cette liberté va être influencée, va être corrompue ou détournée par l'accumulation de l'argent, et certains vont avoir plus de liberté, en fait, vont pouvoir faire valoir de façon beaucoup plus efficace et même imposer leurs propres intérêts au reste de la population, qui sera impuissante, qui ne pourra que descendre dans la rue et se faire gazer ou matraquer ou je ne sais quoi.
Donc ça c'est pour cette idée soi-disant de liberté. La liberté, si elle n'est pas partagée par tous dans le cadre d'une société, et nous ne saurions vivre hors, nous ne saurions vivre hors de la société, pardon. Donc si cette liberté n'est pas diffuse de façon, si ce n'est égale, en tout cas équitable et balance, comment on dit déjà en français, enfin, suffisamment régulée entre les agents, et bien alors elle va s'accumuler dans les mains de certains. Enfin, je me répète, voilà, j'espère que vous m'avez compris sur ce point. Ensuite, un autre point de l'idéologie néolibérale, c'est la compétition. Donc on crée des richesses, on accapare des parts de marché, etc. Par une certaine forme de coopération. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans le cadre du néolibéralisme, mais quand même, ce qui est beaucoup plus prégnant, général et donc véritable, ça va être je perds mes mots, la compétition entre les agents économiques. Les agents économiques sont les entreprises, les travailleurs et les nations entre elles aussi. Donc on voit bien que dans le cadre de l'Union européenne, on interdit l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale, et au contraire, on privilégie la compétition entre tous les acteurs du cadre de la zone euro, et puis même à l'extérieur évidemment. Notamment par le fameux travailleur détaché. Donc le travailleur détaché, lui, c'est quelqu'un qui va venir travailler dans un pays tiers, disons le cas qu'on nous ressort souvent, c'est le Roumain qui vient travailler en France, qui va percevoir le salaire minimum français, ou plus si c'est bien négocié. Mais par contre, ces charges et les charges de l'entreprise dont ils dépendent vont être payées en fonction du pays d'origine, donc vont être moindres. Parce que la France étant un pays socialement très développé, les charges sociales, alors charges sociales c'est un vocabulaire néolibéral, ce n'est pas le mien, mais je le reprends dans le cadre de notre discussion. Donc forcément les charges sociales en France sont plus importantes, parce qu'elles sont en regard du développement social de notre pays, et elles sont pour l'instant moindres dans d'autres pays, peut-être moins développés socialement. Et donc ça va présenter un avantage pour l'employeur, et au détriment du travailleur national, du travailleur local, qui va voir sa part de travail, entre guillemets, si le travail se partage, si on peut dire que le travail se partage de cette façon-là, va voir sa part de travail décliner, voire peut-être même disparaître le cas échéant. Et la conséquence de cette idéologie de la compétition, ça va être que celui qui en est la victime, donc le travailleur national, il n'aura pas nécessairement le recul d'analyser que ce n'est pas le travailleur détaché en lui-même qui représente la problématique, mais ceux qui mettent en place cette politique. Et donc, de son point de vue du quotidien, il va y avoir une aversion, un rejet de l'autre, de l'étranger au sens large, que ce soit de l'immigré ou du travailleur détaché, ou du pays voisin qui est plus compétitif dans ses prix parce que sa main-d'œuvre est moins chère. Tout ça, c'est pour reprendre un vocabulaire néolibéral. Et donc, en fait, ce rejet de l'autre va s'exprimer par le nationalisme qui va être cristallisé par le vote FN. Pourquoi? Parce que le FN existe depuis maintenant longtemps, donc il est connu dans le paysage politique français, et puis il a un discours simple et simpliste qu'il est très facile de comprendre. Donc voilà, ces gens-là d'eux-mêmes vont plutôt pencher vers peut-être ces gens-là. Mes frères, d'ailleurs il y en a dans ma famille, donc ce n'est pas une façon de les stigmatiser ou de leur rejeter la faute. Je constate simplement ce que le système néolibéral produit sur une partie de la population.
que je ne saurais condamner ni quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous victimes de ce système-là. Après, on a d'autres façons, on a des façons différentes de l'analyser, de le comprendre et de vouloir le combattre. Mais je voudrais être très clair, même si après vous, peut-être Arthur, vous allez dire, mais comment ça, vous ne condamnez pas ceux qui votent je me garde, puisque je suis un démocrate et qu'on autorise le Front National à exister, je me garderai bien de condamner, de juger. J'essaie au contraire d'essayer de comprendre pourquoi ce vote. Et ce vote, pour moi, il existe à cause du néolibéralisme. Et à côté de ça, donc de ce réflexe de rejet de l'autre, il y a un train qui passe. Un train sur roue. À côté de ce rejet de l'autre qui va se cristalliser qui va se retrouver dans le discours xénophobe ou de rejet en tout cas du Front National, il va y avoir aussi une récupération de ce que j'appelle les néolibéraux, ceux dont je parlais un peu plus tôt qui possèdent les médias en partie et qui vont se servir de cette frustration, de ce rejet en le nourrissant par des sujets qui vont être privilégiés, des faits divers ou des afflux soudains d'immigration en les présentant d'une certaine façon et en omettant certains aspects de la réalité pour orienter la vision. Et je pense et là peut-être que je mets ma casquette de complotiste, mais je l'assume, je pense que c'est fait à dessein, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a eu ces dernières années une banalisation du Front National. Alors on le condamne très très fortement quand il arrive au second tour, mais tout le reste du temps, au contraire, quoi, et on le débanalise. Il devient un acteur normal. Il est devenu toutes ces dernières années un acteur normal par ses propres efforts lui-même. Le Front National a bien compris que pour pouvoir réussir à obtenir le pouvoir, il fallait adoucir son discours, en tout cas dans certaines phases. Mais aussi c'est à cause du travail des médias, conscients ou inconscients, j'en sais rien. Je pense que c'est quand même les gens ne sont pas à ce point naïfs. Et donc on nourrit ce rejet-là, la présence, l'existence du Front National, comme une tactique dangereuse, mais qu'on pensait jusque-là pouvoir maîtriser, et ça a très certainement été le cas, à savoir de cristalliser, de concentrer, de canaliser la colère légitime des gens, pour ne pas qu'elle aille alimenter une véritable alternative qui, de mon point de vue évidemment, est représentée par un mouvement véritablement socialiste, ou en tout cas humaniste, si maintenant il faut mettre de côté les idéologies politiques, donc représente plutôt par exemple la France insoumise. Donc voilà, c'est une façon de détourner par premier réflexe. On réagit d'abord par l'émotion, et puis après on a plus ou moins la capacité de se calmer et de réfléchir aux causes de ce qui a provoqué l'émotion. Donc c'est plus facile d'abord de réagir dans l'émotion, et donc on utilise cet aspect-là humain pour canaliser cette colère vers le Front National en le débanalisant, pour qu'il arrive, en tout cas dans les intentions de vote et puis dans le champ politique qui se dessine lors des différentes élections, qu'il arrive suffisamment haut pour représenter une menace contre laquelle il faudra ensuite rappeler les gens à la raison, au réflexe républicain, afin de les écarter, parce qu'à ce moment-là, par contre, le discours, on change d'interrupteur, et le discours, ça sera « oui, mais attendez, on comprend bien votre colère, etc., mais quand même, le Front National, c'est la xénophobie, etc. Donc, petit mouton, rentrez au bercail, votez pour n'importe quel candidat qui ne vous conviendra pas, mais qui ne sera pas le Front National. » Et donc voilà, ça permet au système de se maintenir. Donc on a fait déjà le coup
une fois, 2 fois. Et donc les gens ont bien compris enfin, une partie en tout cas des gens peut-être dont je fais partie. Sauf que moi en fait, je fais une parenté pour faire un petit bilan de ma vie politique personnelle. En fait, en tout cas de certaines dates, en 2000, c'était quoi, 2002, quand Chirac et Le Pen sont arrivés au deuxième tour, j'ai voté blanc. J'ai pas voté Chirac parce que pour moi il avait pas de légitimité, quoi. Il ne représente pas mes idées. On vote pour des idées, me semble-t-il, pour une politique, une vision, des valeurs. Donc je ne les partageais pas avec ce monsieur, je les partageais encore moins avec Jean-Marie Le Pen. Mais s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'une certaine partie de la population se retrouvait dans ces idées-là. Donc bien sûr, je combats ça, mais je combats dans mes propres valeurs. D'accord ? Donc j'ai voté blanc en 2002 au second tour. Et puis de la même façon, en 2012, quand Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche, n'était pas non plus au second tour, encore une fois, j'ai voté blanc. Je n'ai pas voté François Hollande, et pour les mêmes raisons. Je ne partage pas les mêmes valeurs que M. Hollande, donc il ne me représente pas, et encore moins évidemment M. Sarkozy, mais pareil, des gens ont voté pour M. Sarkozy, donc pareil, je suis obligé de respecter ça, même si je vais le combattre à ma façon, mais en restant dans le cadre de mes valeurs, et donc je ne pouvais pas voter pour M. Hollande. Donc ici aussi encore un vote blanc. Donc moi je suis constant dans ma stratégie. Alors on pourrait dire oui, ben, la stratégie elle marche pas. Non, je pense qu'au contraire, j'ai pas la même analyse. En sachant que les libéraux qui sont là imposent, donc dans cette forme totalitaire, une vision du monde dans les médias. On arrive quand même, nous les véritables forces progressistes, que ne représente pas Macron selon moi, on arrive malgré tout, avec toutes les difficultés du monde, le discours simpliste de l'extrême droite, et puis les caricatures dont on est la cible, pardon, excusez-moi, dont on est la cible de la plupart des médias, on arrive malgré tout à faire, on a quasiment doublé à ces échéances-là le nombre de gens qui ont adhéré, parce que je pense véritablement qu'il s'agit d'un vote d'adhésion et pas d'un vote de rejet, là où peut-être Marine Le Pen plutôt représente pour une certaine frange des gens qui vont voter pour elle, il y a aussi un pourcentage, je pense, élevé de forme de rejet plutôt que d'adhésion, tandis que je pense que quand même, même s'il y a certainement dans nos rangs aussi un vote de rejet, mais je pense que quand même la qualité, la profondeur, comment dire, l'épaisseur de la campagne de la France Insoumise laissait peu de place à un vote de rejet des institutions, du système, etc. Très certainement que c'est possible que des gens sont venus nous écouter par un premier réflexe de rejet, et puis quand ils ont écouté le contenu du programme, de nos valeurs, de la façon dont on voulait faire les choses, la colère a cédé place à une réflexion et donc à une adhésion. J'aime à le croire, peut-être que j'ai tort, mais je pense qu'on ne peut pas du tout, même si les médias n'arrêtent pas de le faire, les médias qui sont à la solde peu ou prou de l'idéologie néolibérale dominante veulent le faire croire. Je pense que le vote, le programme, le vote, les valeurs, les attitudes, etc. du Front National et de la France Insoumise sont à l'opposé. Mais alors attention, quand je dis à l'opposé, je refuse là aussi, et je profite de cette vidéo pour le dire, d'être qualifié d'extrême gauche. Que le FN soit l'extrême droite, depuis le début de son histoire, il a toujours été l'extrême droite. Même si le candidat de la France Insoumise a été trotskiste dans sa jeunesse, ensuite son parcours intellectuel a évolué, et puis
il a fini par devenir socialiste. Donc le trotskisme, j'arrive pas à le dire ce mot, et le socialisme sont différents, malgré tout. Et là, je sais plus pourquoi je disais ça.